mais dans ma petite tête, là, la logique, c'est si Oui, j'ai une grosse masse de contamination là, j'en ai une plus petite là, puis une encore plus petite là, évidemment que si j'enlève la grosse, j'évite de continuer à contaminer plus bas. Oui, je vous comprends, mais quand j'ai fait les présentations... Non, c'est correct, hein? C'est normal de... C'est un peu comme quelqu'un, c'est quoi, c'est Galilée qui était allé sur la tour de Pise, puis laissait tomber un gros boulet, puis un objet plus petit, pour vérifier lequel qui atteindrait ça en même temps. Mais pour quelqu'un, on a l'impression qu'un gros boulet en fonte, il va descendre plus vite, puis il va toucher ça en premier. Alors qu'on sait maintenant que non, une petite bille, là, comme les enfants jouent dans le cours d'école, il va atteindre le sol en même temps. Donc, il faut faire attention aux apparences. Okay? Alors, dans le cas présent, quand j'ai voulu illustrer comment les liquides denses se comportent, ils pénètrent, ils coulent au travers de l'escale, ils viennent souiller, ils viennent contaminer, il y a des traces, des résidus qui demeurent tout le long du chemin parcouru. C'est pour ça que je me dis, enlevons-les, ils vont arrêter d'en faire. Oui, je suis d'accord avec vous, mais l'eau qui est contaminée, comme je vous dis, c'est pas une goutte d'eau qui pénètre le sol au niveau des lagunes et qui descend en profondeur. Oui, c'est ça, mais c'est surtout de l'eau souterraine qui circule dans l'escale, du nord vers le sud, qui circule dans le roc fracturé en profondeur, à peu près du nord-est vers le sud-ouest. C'est pas tout à fait pareil, la direction d'écoulement. Puis qui, en circulant horizontalement, vient traverser la zone où on retrouve, sur toute la profondeur, des liquides immiscibles denses. Donc, c'est sûr qu'en enlevant la portion des lagunes, c'est évident, c'est un volume important de contaminants. Mais ce n'est pas suffisant, parce que vous avez en dessous, et plus en profondeur, suffisamment de contaminants qui fait en sorte que l'eau qui circule latéralement devient contaminée, vient solubiliser ces contaminants-là, puis donc crée un panache. Okay. Quand vous parlez de luthèse, vous pompez un certain débit, c'est sûr que quand on pompe autour, s'il y a des gens, s'il y a des entreprises qui pompent autour, ça a un effet sur la rentabilité, si on veut, du pompage de luthèse. Est-ce que c'est exact? Oui, ça pourrait. Oui, c'est là qu'on parlait de conflit d'usage, d'interférence. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à l'époque, en 1984, quand ils ont construit l'UTES, ils ont aussi mis en vigueur un règlement, le règlement sur la protection des eaux souterraines de la région de Ville-Mercier. L'objectif d'assujettir tous les captages d'eau souterraine à une autorisation du ministre, l'objectif, c'était justement de s'assurer que quelqu'un n'irait pas planter un puits à proximité, se mettre à pomper, puis venir perturber, venir porter atteinte à l'intégrité du système. Donc, ma question est, est-ce que l'incinérateur a encore le droit de pomper? Oui, il a le droit de pomper parce qu'on peut considérer l'usage de l'eau qui est faite, c'est pour les opérations de l'incinérateur. Donc, dans le règlement sur le captage, quand on définit la zone d'interdiction de pompage, on dit bien que les captages à des fins environnementales, c'est l'expression qui est utilisée, sont permis. Parce que nous, on veut continuer à pomper les puits de luthèse, naturellement. Puis au niveau de l'incinérateur, l'eau qui est pompée, cette eau-là est utilisée pour les opérations de l'incinérateur. Okay. C'est une fonction environnementale. C'est une fonction d'élimination. À un moment donné, c'est sûr qu'on peut recycler, okay, mais on a besoin d'une fonction d'élimination. Ma question est beaucoup plus dans le sens, étant donné que vous ne contrôlez pas le volume que cette usine-là peut pomper, oui. Comment pouvez-vous prétendre qu'en tout temps, l'UTES a un bon fonctionnement, a un bon rendement? Bien, on contrôle, parce que les suivis piézométriques qu'on fait, là, nous autres, ce que Charles a parlé, des 50 puits, on prend des mesures. Il y a combien de puits qui sont équipés avec des sondes automatiques? Là? 11. Donc ça, c'est des mesures en continu qui sont prises des niveaux d'eau. Donc, nous, les données qu'on possède, quand on regarde les directions d'écoulement, la carte que mon collègue vous a montrée, c'est que l'écoulement des eaux souterraines, c'est-à-dire l'eau souterraine qui traverse toutes les portions du roc fracturé ou les portions de l'escale où on retrouve du LID, bien, cette eau-là est captée par les puits de luthèse. Mais il y a un compteur sur le puits de l'incinérateur. Et puis, certains, il y a un compteur. Ils pompent environ quoi? C'est 250 mètres cubes par jour? 400 max. 400? 400. Bon, 400 mètres cubes. Alors oui, ça peut avoir un effet. Ça pourrait avoir un effet, mais présentement, on n'a aucune évidence comme quoi l'opération de ce puits-là vient porter atteinte au système de confinement créé par l'UTES.